Pinault, je suis membre de la Ligue des droits et libertés, et mon collègue Dominique Péchard, qui siège au conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. Je peux enchaîner? S'il vous plaît. Donc, merci pour cette invitation à commenter le projet de loi 64. Il va sans dire que les lois d'accès à l'information et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui remontent aux années 80-90, ont un urgent besoin de mise à jour. Tout le monde en convient. C'est des lois qui ont été adoptées avant l'ère numérique, avant Internet, avant Google, avant Facebook. Donc, une mise à jour, c'est certain, c'est essentiel. Mais le projet de loi 64 introduit plusieurs éléments du règlement général sur la protection des données, le règlement européen, comme la portabilité, l'effacement, le déréférencement, le profilage, le traitement automatisé de décisions. C'est des concepts encore peu ou pas débattus dans le grand public au Québec, alors qu'ils font l'objet de discussions depuis au moins 2012 en Europe. On modifie tant la loi d'accès que la loi privée. On modifie aussi 19 autres lois, notamment la loi électorale. Donc, c'est énormément, c'est beaucoup pour un seul projet de loi. Et il nous semble impossible, à nous comme aux parlementaires, d'approfondir l'ensemble de ces questions dans le cadre d'un projet de loi de 60 pages et d'une commission parlementaire d'à peine quelques jours. Il est urgent de réformer les lois, mais il faut le faire correctement, sans précipitation et au terme d'une réflexion impliquant l'ensemble de la société. Et en même temps que c'est trop, on trouve que c'est trop peu dans la mesure où le projet de loi omet toute la question des enjeux collectifs attachés à l'industrie ou l'économie de données. Maintenant, j'enseigne avec le consentement. La Ligue rejette l'idée d'un consentement implicite et favorise le modèle du consentement actif, opt-in. Les lois de protection des données devraient aussi énoncer clairement qu'un renseignement qui n'est pas nécessaire ne peut être recueilli, même avec le consentement de la personne concernée. Par son projet de loi, le gouvernement dit vouloir redonner aux citoyens le plein contrôle de leur renseignement. Pourtant, il libéralise l'utilisation et la communication des données personnelles sans consentement des personnes, ce que nous déplorons. Il permettra l'utilisation de renseignements sans consentement à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli, lorsque c'est manifestement au bénéfice de la personne, à des fins d'études, de recherche, si dépersonnalisées. La communication, elle, sera autorisée sans consentement dans le cadre d'une transaction commerciale, d'un incident de confidentialité, si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat d'entreprise ou au bénéfice d'un conjoint ou d'un proche parent décédé. Il permet en outre l'échange de renseignements sans consentement entre organismes publics. Tous ces changements contredisent l'idée même d'un meilleur contrôle du citoyen sur ces renseignements. Destruction ou anonymisation. Le consentement est en lien avec une fin précise. Une fois celle-ci réalisée, le renseignement doit être détruit. Le projet de loi altère substantiellement ce principe de base en permettant de conserver indéfiniment un renseignement en l'anonymisant. Nous nous opposons à un tel changement. À quelle nouvelle fin seraient utilisées ces données? Seraient-elles vendues, utilisées par leurs dépositaires ou par des tiers pour des recherches de toutes sortes? Cela paraît d'autant plus inadmissible que l'anonymisation est un procédé faillible. Profilage. Le projet de loi introduit quelques éléments de transparence dans l'utilisation de technologies permettant d'identifier, de localiser ou de profiler les individus. C'est bien. On informe les gens, il faut aller plus loin selon nous et s'assurer que ces systèmes seront désactivés par défaut et ne fonctionneront qu'avec le consentement de la personne concernée. Il faut aussi interdire le profilage discriminatoire. Quant aux décisions fondées sur un traitement automatisé, il était essentiel de pouvoir s'opposer à ce type de traitement-là et d'assurer aux gens qui y seront ou qui accepteront de s'y prêter un droit de contestation. Études, recherches et statistiques. Actuellement, la communication de renseignements à des fins d'études est sous contrôle de la CAI. On abolit cette permission-là, ce pouvoir d'autoriser, pour le remplacer par un modèle d'entente entre l'organisme et le chercheur. Et là aussi, on s'objecte à cette modification. On veut que le rôle de la CAI soit préservé.
Notification obligatoire d'incidents de confidentialité. Il y a beaucoup de très bons éléments là-dedans. On ose de façon importante les sanctions pénales, on ajoute des sanctions administratives, un pouvoir d'ordonnance provisoire, mais ça répond quand même en partie seulement au problème dans la mesure où ça laisse sans indemnisation les personnes qui sont victimes de fuites et de vols d'identité. Alors, on suggère qu'on envisage des méthodes d'indemnisation pour les gens qui sont victimes de fuites de renseignements. Dominique? Oui. Une autre préoccupation que l'on a face au renseignement personnel, c'est la décision récente du gouvernement de faire appel au secteur privé pour la gestion de données d'organismes publics et de ministères. On pense que cela comporte des risques pour des renseignements qui sont très sensibles. Ces risques sont particulièrement élevés si les entreprises en question sont étrangères. La protection dans le projet de loi, c'est que ce serait protégé par une entente contractuelle. Or, ces ententes contractuelles n'ont aucune valeur face à des lois nationales d'autres pays, en particulier aux États-Unis, qui serait un lieu privilégié compte tenu des entreprises pour ce genre d'opération. Avec les lois américaines, le Cloud Act, le Patriot Act et tout ça, le gouvernement américain peut saisir n'importe quelle donnée que détienne une de ces compagnies dans le plus grand secret. Une autre préoccupation en termes de protection de la vie privée, c'est le développement des technologies biométriques, en particulier de la reconnaissance faciale. C'est une technologie qui est extrêmement abusive, sur laquelle il y a présentement peu de contrôle, comme l'ont démontré l'expérience de Clearview et le fait que les forces policières, sont très peu transparentes, par exemple, sur l'utilisation de cette technologie. Les commissaires à la vie privée du Canada et de plusieurs provinces, d'ailleurs, se penchent là-dessus parce qu'ils jugent que c'est très important. Alors nous, en attendant d'avoir des balises claires pour contrôler l'usage de cette technologie, nous demandons qu'il y ait un moratoire sur l'utilisation de la reconnaissance faciale. Le projet de loi aborde aussi la question du déréférencement et du droit à l'oubli. C'est une question assez complexe et les délais de ce projet de loi de consultation ne permettent pas d'aborder correctement cette question. Ce n'est pas juste une question individuelle des préjudices d'information des préjudices qu'un individu pourrait avoir face à des informations dans les publics, c'est aussi, ça concerne le droit à l'information en général, la liberté d'expression. Et donc, nous n'avons pas de position, n'avons pas eu le temps d'élaborer une position complète sur cette question-là. Cependant, nous sommes fermement opposés à ce que la décision de retirer des informations du domaine public soit laissée aux entreprises comme Google et Facebook, qui n'ont aucun compte à rendre au public sur la manière dont elles prennent ces décisions. Pour l'instant, on serait prêt à admettre qu'un droit à l'oubli devrait être accordé aux enfants. On pourra revenir là-dessus dans la période de questions. Finalement, et c'est peut-être le point principal, c'est que le projet de loi passe à côté peut-être de ce qui est l'essentiel dans la conjoncture présente. Le problème de la protection des renseignements personnels, vie privée, ce n'est plus un problème de protéger l'individu dans une relation contractuelle avec une entité publique ou privée, comme ça pouvait l'être dans les années 80. On est passé à une société où les entreprises privées, des grandes entreprises privées, ont établi un système de surveillance des populations et où tous les objets téléphones, objets connectés, etc., servent à amasser des données sur tous les aspects de notre vie et ces données sont ensuite utilisées dans des algorithmes qui sont tout à fait opaques pour profiler et cibler des populations. Elles sont aussi utilisées à des fins de contrôle behavioral, et pas seulement dans le domaine de la consommation. On l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica, comment ce genre de système pouvait être utilisé pour manipuler des électeurs et influencer le résultat d'élections. Donc, il y a là des enjeux collectifs qui dépassent le cadre de discussion qu'on avait habituellement autour de la vie privée et renseignement personnel il y a 30 ans. Il y a ici des enjeux collectifs. Il faut discuter des actions de ces grandes corporations par rapport dans le domaine des données. Il faut exiger
de la transparence dans l'utilisation des algorithmes et qui sont utilisés pour faire ce genre d'opération. Alors, on pense que, malheureusement, le projet de loi 64 puis le cadre de la consultation ne permet pas d'aborder correctement ces grands enjeux de société et de démocratie qui sont posés présentement par ces pratiques et cet état de fait. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Président, Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être présent en commission parlementaire aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne sur la question du... Est-ce que c'est moi? Oui. OK. Sur la question du consentement. Vous souhaitez véritablement un consentement individualisé, si je peux dire, et puis à chaque fois que on partage une donnée personnelle, il faudrait consentir. Il y a des groupes hier qui sont venus nous dire qu'on devrait avoir soit des consentements en bloc ou pas nécessairement des consentements sur chacune des données qui sont transmises. On parlait d'un préjudice à la donnée, supposons à l'importance, à catégoriser l'importance de la donnée. Qu'est-ce que vous pensez là, de tout ça? Là? Parce que les intervenants qu'on a entendus hier sont à un bout du spectre et vous êtes à l'autre bout du spectre. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus. Merci. On comprend là, que dans le projet de loi, on ajoute la notion là, de renseignement sensible qui était déjà prévue à la loi à des fins là, de sécurité des données. Donc, on avait des obligations éventuellement plus grandes en fonction de la sensibilité du renseignement. Ici, donc, on veut distinguer des types de renseignements sensibles et les autres. Mais le problème, c'est qu'on parle d'un consentement qui doit être manifeste. On vient nous dire que dans le cas du renseignement sensible, il faut qu'il soit express. Et de ça, on peut tirer l'idée qu'il pourrait y avoir des consentements implicites, manifestement implicites, ou en tout cas, on trouve qu'on ouvre la porte à se satisfaire de consentements qui soient plus ou moins démontrables. Et un des exemples qu'on donne ici, si vous naviguez sur Internet et que vous aboutissez sur un site que vous voulez consulter, on va souvent vous dire, et on le voit de plus en plus, si vous continuez sur ce site, nous collecterons des données. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est accepter, clic, accepter. Et sinon, c'est écrit en dessous ou paramétrer, ou ça va être écrit encore plus, disons, difficile à comprendre, en savoir plus. Alors, vous cliquez sur « En savoir plus » et là, vous avez la liste de tout ce qui est collecté. Et là, on va vous demander si vous refusez ou si vous acceptez. Alors, on est dans un système où si vous n'avez pas fait ça, si vous n'êtes pas allé voir en savoir plus, vous allez vous ramasser avec plein de données qui vont être collectées, vous ne serez pas allé voir derrière ça. Et ce qu'on estime nécessaire, c'est d'inverser ce processus-là. C'est de dire, pour ce qui n'est pas nécessaire, par défaut, si je continue sur ce site, vous ne devriez pas collecter aucune autre donnée, à moins que moi, j'accepte d'aller cocher que oui, ça va, profilage. C'est dans cette optique-là qu'on parle d'un système où, par défaut, et qui semble rejoindre l'article 9.1 qu'on intégrerait à la loi privée, qui est de concevoir des systèmes qui prévoient une confidentialité par défaut. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, on change le paradigme. Vous êtes en faveur de changer le paradigme pour dire on ne récolte pas de données, puis si on en récolte, voilà. Le principe général, c'est on ne récolte pas de données. Ça va en opposition complètement avec ce qu'on nous disait hier. On nous disait, bien, écoutez, on va récolter des données, puis lorsque ça sera nécessaire, on va demander le consentement ou on va l'avoir par bloc. Donc, je comprends que c'est à l'opposé. Restons un peu dans ce domaine-là. Là. Vous avez abordé la question du droit à l'oubli. Notamment avec les moteurs de recherche importants. Comment est-ce qu'on devrait l'encadrer adéquatement, là, ce droit à l'oubli-là, ce droit au déférencement? Bien, premièrement, on peut concevoir que, on distinguerait premièrement la situation des enfants
et des mineurs, puis là, ça reste à déterminer éventuellement une limite d'âge où le droit à l'oubli devrait être reconnu de facto. On conçoit que des jeunes sont des personnes en évolution qui n'ont pas la même responsabilité par rapport à des gestes ou des paroles qu'ils ont posées que des adultes. C'est reconnu dans d'autres domaines du droit. Donc, qui devrait pas, un individu ne devrait pas traîner toute sa vie le stigmate de choses qu'il aurait pu faire dans sa jeunesse. Bon. L'autre, maintenant, pour des personnes adultes, je répète ce que j'ai dit tantôt, on n'a pas eu le temps, compte tenu des délais, à la Ligue des droits et libertés, de prendre une position globale sur toute cette question-là qui, comme je l'ai dit tantôt, est très complexe. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on trouve, on est très problématique, c'est le moins qu'on puisse dire, que l'on confie aux entreprises qui accumulent toutes ces données-là et les rendent disponibles, le soin de décider qu'est-ce qui va être retiré sur la simple demande d'une personne. Ces entreprises n'ont pas l'intérêt public à cœur, c'est leurs propres intérêts, veulent se faciliter la vie. Le plus simple, c'est de retirer l'information si ça leur cause des difficultés. Alors, nous, s'il y a un mécanisme éventuel pour retirer des informations, il faut qu'il y ait des balises claires et il faut qu'il y ait des instances qui sont habilitées en fonction de l'intérêt public à décider ce qui peut être retiré ou pas. Et c'est tout ce débat-là qu'on n'a pas eu le temps de faire dans le cadre du projet de loi qui nous est présenté, puis des délais qui sont impartis. Je comprends que vous n'avez pas eu le temps de faire le débat, mais je voudrais juste comprendre, là, sur votre dernière intervention, vous dites, nous, on a une crainte que lorsqu'il y a une demande de retrait, de droit à l'oubli qui est formulée par une personne physique, que l'entreprise ou le moteur de recherche disent, ben moi, OK, vous faites une demande, donc j'enlève tout. Donc, vous craignez qu'il y ait une disparition de l'ensemble des informations. Est-ce que c'est bien ça? Effectivement, on pense que ces entreprises-là sont devenues les instruments d'information de la population. On voit bien les difficultés qu'ont les médias traditionnels à faire concurrence. Donc, de leur laisser le soin de décider qu'est-ce qui va être retiré ou pas, on trouve cela très problématique. Le rôle de la Commission d'accès à l'information, comment le voyez-vous? À la recommandation que vous avez dans votre mémoire, vous souhaitez vraiment, je crois, lui confier davantage de pouvoir de surveillance? Vous souhaitez véritablement qu'elle soit renforcée? Oui. Okay. De quelle manière? Est-ce que les dispositions qu'on a dans le projet de loi sont à votre satisfaction ou vous voulez qu'on aille encore plus loin? Merci. Une chose essentielle pour nous, c'est toute la question de la supervision des demandes de recherche, études et statistiques. Le pouvoir d'autorisation de la Commission d'accès à l'information, selon nous, doit être conservé. On comprend qu'il y a des critiques qui ont été émises par des chercheurs, notamment, à cause des délais que pouvait prendre la Commission à autoriser des demandes de recherche. Et on est très conscient qu'effectivement, des délais de plus d'1 an, c'est sans doute inadmissible. Mais je pense qu'il y a des modifications qui est possible d'apporter. Depuis 2002, déjà, la Commission d'accès avait évoqué l'idée qu'on en vienne à un guichet unique en matière de demande de recherche et d'études statistiques, c'est-à-dire que actuellement, le procédé consiste à faire une demande d'autorisation à la Commission, mais ensuite, l'organisme intervient aussi, ce qui allonge de beaucoup les délais. D'autant que l'organisme peut refuser, qui bénéficie d'une discrétion. Ensuite, il y a une partie des délais qui sont dus au temps que va prendre l'organisme pour extraire les données. Donc, je pense qu'on peut jouer sur ces variables-là, mettre plus de financement pour assurer qu'il y ait la supervision de la Commission. Mais donc, ça, pour nous, ça demeure
un outil important qui ait une supervision de ce qui est permis comme donner des renseignements personnels nominatifs à des fins de recherche. Maintenant, pour ce qui est de ce que prévoit le projet de loi, on le dit, on est très content qu'il y ait des pouvoirs d'ordonnance provisoire qui soient accordés à la Commission, qu'il y ait des pouvoirs pour la Commission d'entreprendre elle-même des poursuites pénales. C'est un avancement. C'est important aussi qu'on ait haussé les sanctions pénales, qu'on prévoit aussi des sanctions administratives, des pouvoirs aussi d'intervention là, dans un cas de fuite ou d'incident de confidentialité. Donc, il y a des bons éléments, mais on ne doit pas, selon nous, retirer l'aspect autorisation en matière de recherche. Je vous remercie. Monsieur le Président, je pense que je vais céder la parole à mes collègues qui veulent intervenir. Monsieur le député de Vachon, pardon. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. Je vais vous avouer, je vais faire du pouce sur l'intervention du ministre tout à l'heure. Je suis un petit peu surpris pour le déréférencement. Puis là, je vais y aller dans le pointu un peu. Présentement, on est sur une commission spéciale sur l'exploitation sexuelle de mineurs. On a traité aussi le volet adulte. Et je vais vous avouer que nous, on voyait ça très positivement, la capacité pour des victimes de retirer des vidéos qui ont été référencées, exemple sur YouTube ou des endroits comme ça. Alors, je comprends votre position. J'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi j'étais surpris, cependant, parce que je voyais ça vraiment comme une possibilité incroyable pour nos victimes pour faire en sorte que ces vidéos-là, qui les hantent longtemps, tantôt vous avez fait référence à des mineurs, je dirais qu'il y a même des adultes pour qui ces vidéos-là restent dans le temps et ça devenait difficile pour elles de les faire tirer. Fait que je sais que vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas vraiment eu la capacité ou le temps de faire votre recherche là-dessus. Je vous avoue, bien honnêtement, j'ai été surpris de votre commentaire. Là, je le comprends un peu mieux. J'ai été surpris, mais vous ne trouvez pas que pour des victimes, même adultes, c'est une capacité de justement retirer ce qui peut leur nuire pendant très longtemps? Merci. Écoutez, il faut voir que justement, ça met en lumière la complexité de la question. Vous avez tout un mouvement qui a eu lieu cet été de dénonciation d'agression, MeToo. Ça aussi, il y a des gens qui estiment qu'ils sont victimes d'une atteinte à la réputation dans ce contexte-là et ils pourraient s'adresser, utiliser ce mécanisme-là pour faire cesser les vagues de dénonciation. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas qu'un seul côté de la médaille et c'est ça pourquoi on estime que c'est un débat essentiel, c'est un débat qui porte sur la liberté d'expression et aussi sur le droit à la vie privée, la dignité. Il y a des enjeux énormes et on estime qu'il faut entendre tous les points de vue pour se faire une idée correcte de la situation avant de décider qu'on importe totalement ce modèle-là ici. Et c'est ça que ne permet pas actuellement le dépôt d'un projet de loi. Vous avez tellement de matière et des choses complexes, des choses qui sont discutées en Europe depuis au moins 2012. Et tout à coup, on nous dit, ben voilà, puis on est dans un cadre de commission particulière. C'est même pas une commission générale où les gens pourraient tous venir dire, bon, mais voici comment... Donc, on comprend tout à fait ce que vous dites et c'est ça pourquoi on ne ferme pas la porte. Nous, on dit, prenons le temps de faire ce débat-là à fond, d'entendre tous les points de vue et on se positionnera à ce moment-là. Mais pour le moment, c'était pas possible pour nous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi de la dénonciation du côté des... Vous comprenez aussi mon point de oui, vue. Tout à fait. Dans cette commission-là, on a entendu des gens, on a entendu des choses horribles et le déréférencement, c'est une chose. Le droit à l'oubli du côté européen, c'est une chose complètement différente. On va beaucoup plus loin. Mais pour ces victimes-là, elles se rattachaient sur cette possibilité-là de, un jour, faire cesser l'intimidation qui est faite aussi par les vidéos. Parce qu'il faut comprendre que pour des proxénètes, d'utiliser ces vidéos-là, de faire chanter les victimes en disant on va les rendre publiques, bien qu'elles soient adultes, ce sont des conséquences qui sont incroyables. J'entends votre point de vue. Je pense que vous comprenez le mien aussi. Oui. Si je peux me permettre, c'est sûr aussi que, bon, il y a quand même tout un arsenal d'autres actions possibles. Il y a des recours au niveau civil, il y a des recours au niveau même de la rectification de dossier, il y a des recours aussi au niveau criminel. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en balance pour voir quelle est la meilleure solution. Et c'est pour ça qu'on n'estimait pas possible de... Député de Vachon, oui.
Juste sur ce que vous venez de dire très précisément, j'ai fait des démarches à Kyoto, puis après 3 ans, j'ai toujours pas eu de réponse. Fait que je veux vous dire, peut-être que ça existe, mais dans les faits, ça ne s'applique pas beaucoup. Merci beaucoup de votre témoignage aujourd'hui. Député Saint-Jean, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le Président. Pour combien de temps encore? D'accord. Minutes. Merci. Madame Pinault, je trouve la formule très belle. C'est trop et c'est trop peu. Mais encore, parlons justement de ce qui se passe en Europe, ce qui s'est décidé en Europe et des lois qui ont été adoptées en Europe. Je vous amène à la page 15 de votre mémoire, communication, point 6, communication, renseignement personnel à l'extérieur du Québec. Je fais la parenthèse pour dire que je comprends très bien vos réserves par rapport à l'hébergement des données au Québec, là, nuagique éventuellement, mais nonobstant ce problème-là que vous identifiez, pour ce qui est des communications renseignement personnel à l'extérieur du Québec, il me semble que c'est pas une copie conforme, mais ça va dans le sens et dans l'esprit de ce qui est pas juste discuté, mais décidé en Europe aussi. Là-dessus, vous êtes d'accord, sauf, comme je le disais, sur où on héberge quoi, là. Bien, si je peux me permettre, effectivement, il faut voir que le modèle du régime juridique équivalent, quand on sait que les gros joueurs pour faire du cloud ou du stockage nuagique, c'est des entreprises américaines, bien, je veux dire, les craintes qu'on entretient quant au fait qu'on va utiliser des entreprises qui vont être assujetties aux lois américaines, et là, l'Europe vient de dire, bien, le bouclier, oubliez ça, là, ça ne fonctionne plus. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est plus du côté européen de la vision et de la façon de faire. OK. Pour le reste, c'est pas un autre débat, mais c'est un débat parallèle, disons-le comme ça. Et je voulais vous demander aussi par rapport à cette vision de ce tiers pays sûr, appelons-le comme ça, là, par rapport aux données personnelles. C'est une belle analogie que vous faites d'ailleurs là-dedans. C'est pas évident au départ, là. Il y a comme un saut dans le vide avec ça, parce qu'une fois qu'on établit ça, c'est à revoir constamment, c'est à réévaluer constamment. C'est un peu se donner de l'ouvrage, dans le fond, et d'en imposer beaucoup à beaucoup de monde, là. Mais vous y tenez à ce bout-là, c'est ça que je voulais savoir. S'il vous plaît. Oui, M. Béchard, oui. Non, bon, premièrement, on ne sait pas quels seront les pays qui seront jugés tiers pays sûrs dans le cadre du projet, de l'application du projet de loi, mais on juge que c'est très problématique. Je ne vois pas grand pays sûr présentement. Je pense, notre position, c'est que les données détenues par, les données colligées par les organismes publics et les ministères devraient être gérées au Québec par le gouvernement. Point à la ligne. Merci beaucoup. Monsieur le député de La Fontaine, pour 13 minutes 36 secondes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, alors merci pour votre présence, Madame Pinault, Monsieur Béchard, merci beaucoup. J'aimerais souligner également, d'entrée de jeu, Madame Pinault, vous avez dit qu'effectivement, ça aurait mérité peut-être plus qu'un projet de loi. Moi, j'ai toujours vu le dossier comme étant 3 pans, le public, le privé et la loi électorale des partis politiques. Un débat essentiel, vous avez dit, un débat complexe. Vous avez même dit, M. Béchard, que vous auriez aimé avoir plus de temps pour aborder des questions de droits et libertés. Pour vous mentionner qu'hier, on a souligné le fait que, excusez du peu, mais la protectrice du citoyen, le Barreau du Québec, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse ont tous 3 dû se désister parce qu'il manquait de temps pour pouvoir venir nous éclairer. Alors, je tiens à reprendre la balle au bon et à vous souligner effectivement que c'est excessivement préoccupant. Donc, projet de loi qui aborde énormément d'angles, de sujets, d'impact, et tout ça en un seul projet de loi en 165 articles. J'aimerais que vous expliquiez rapidement le danger sous l'angle perte de contrôle du Cloud Act, puis du Foreign Intelligence Surveillance Act et du Patriot Act. Quel est, si vous avez, à celles et ceux qui nous écoutent à la maison, en peu de temps, si vous aviez à exprimer en quoi, de façon tangible, il y a un danger là de perte de contrôle si on envoie nos données se faire stocker aux États-Unis, par exemple? Bien, je veux dire, ces lois sont assez explicites. D'ailleurs, ça, c'est de la surenchère d'une loi à l'autre parce qu'elle se démultiplie, mais essentiellement, le gouvernement américain s'est doté des pouvoirs de saisir, en anglais, c'est « any tangible thing », toute chose tangible,
Donc, ils ont le pouvoir de saisir toute donnée détenue par une entreprise américaine. Point à la ligne. Donc, c'est sûr que pour des individus et des institutions, ça représente un réel problème. Je veux donner un exemple. Par exemple, Google s'est imposé dans la gestion des données, par exemple, des universités. Et l'Association canadienne des professeurs d'université a essayé de mettre un frein à ça, parce que cela veut dire que les données sur le personnel des universités, les recherches faites des universités, tout ça est hébergé par Google et tout ça est accessible au gouvernement américain sans restriction, avec les conséquences que ça peut avoir sur des personnes. On connaît les profilages qui ont eu lieu envers certaines communautés. Donc, c'est tout ça qui est en jeu. Alors, c'est une menace autant pour les individus quand ils confient leurs données à Google que pour des institutions. Alors, à tout le moins, on demande au gouvernement du Québec de prendre les mesures appropriées pour mettre les données qu'il détient sur les Québécois à l'abri de ce genre de saisie. Sur ce débat-là, faisons un pas en avant et allons sur l'angle qui a lancé un débat et a mis, je pense, en face de tout le monde un risque tangible dans ce contexte-là. Oui, on parle de stockage, mais on parle aussi, ultimement, qui dit stockage, perte de contrôle, utilisation. Déclaration récente du ministre de l'Économie et de l'Innovation et disant vouloir, et vous le citez, ouvrez les guillemets, attirer quelques pharma pour venir jouer dans nos plates-bandes, fermez les guillemets, a suscité de vives réactions et mis à jour la nécessité et l'urgence d'un large débat de société sur le partage des données et la recherche au service du bien commun. Donc, on parle pas ici de perte de contrôle non volontaire, ce qui est le risque que vous venez d'étayer, mais ici que carrément le gouvernement l'envisage sans qu'il n'y ait une réflexion et vous soulignez et vous proposez un chantier de réflexion s'impose sur cette nouvelle économie des données. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur l'importance, la nécessité de faire ce chantier de réflexion-là, de un, et de deux, si vous pouviez aussi déborder sur les risques de discrimination, s'il vous plaît. OK. Bon, bien, effectivement, ça réfère à une intervention que Anne a fait présentement. On pense que ces données-là, ce sont des données qui sont en fait une propriété collective des Québécois et dont l'utilisation est sensible. Et c'est pour ça qu'on pense qu'elle pourrait être accessible à la recherche, tout à fait, mais sous contrôle de la Commission d'accès à l'information. Donc, ce n'est pas que l'on exclut l'utilisation de ces données-là, mais l'utilisation doit être faite dans l'intérêt des Québécois et sous un contrôle d'un organisme qui juge de la validité de l'utilisation qui va en être faite et qu'elles seront faites conformément à la protection qu'on s'attend. Est-ce qu'il faudrait avoir, puis je pose la question pour avoir votre opinion, là je ne suis pas en train d'émettre une opinion personnelle, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'on ne devrait pas permettre l'accès à des entreprises qui ont des fins commerciales exclusivement? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on ne devrait carrément pas leur donner accès à ces données-là parce que, par exemple, certains pourraient prétendre qu'une compagnie d'assurance pourrait décider de modifier ses couvertures de risque basées sur des analyses populationnelles ou même des pharmaceutiques pourraient décider, parce que le jeu en vaut pas économiquement la chandelle, de faire tel type de médicament basé sur des analyses populationnelles. Diriez-vous, parce que je veux préciser, je veux connaître votre pensée quand vous dites sous contrôle du chien de garde de la Commission d'accès à l'information, est-ce que ça irait jusqu'à limiter ou interdire, je veux vous entendre là-dessus, l'accès à des entreprises qui ont vocation de faire du profit? Bien, écoutez, nous, là, on reprend notamment ce que M. Quirion, le scientifique en chef, disait dans le cadre d'une réforme sur comment accélérer l'accès aux données de recherche. Il parlait de changer la culture pour une plus grande ouverture à la recherche publique encadrée par les comités de pairs et d'éthique. Pour nous, cette recherche-là, en fonction du bien commun, oui. Pas une recherche fondée sur le profit. Et donc, effectivement, on parle d'une recherche encadrée éthiquement par des chercheurs financés publiquement. C'est de ça qu'on parle. Et ça,
cette balise-là, la retrouvez-vous dans le projet de loi 64? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Et merci, je fais un pas en arrière sur les dangers de perte de contrôle de stocker des renseignements à l'extérieur du Québec. Comment jugez-vous, dans le projet de loi, puis je vais vous en faire la lecture, vous n'avez pas besoin d'y aller si vous n'avez pas le texte sous la main, à la page 19 du projet de loi, l'article 27 qui introduit l'article 70.1 à la loi accès aux documents organismes publics, et je cite, « Avant de communiquer à l'extérieur du Québec un renseignement personnel, un organisme public doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. » Là, il y en nomme 4. Sensibilité du renseignement, finalité de son utilisation, mesures de protection dont les renseignements bénéficieraient et le régime applicable dans l'État où ces renseignements seraient communiqués. Ça, trouvez-vous suffisant cette autorégulation-là de l'organisme public qui procédera à l'évaluation, qui jugerait, puis qui le ferait ou qui ne le ferait pas en bout de piste? Mais c'est un peu comme pour la recherche. L'évaluation là, des facteurs de vie privée, s'il n'y a personne qui contrôle comment c'est fait, avec quel souci, avec quel sérieux on fait ces évaluations-là, pour nous, c'est un problème majeur. C'est laisser, au fond, en fonction du sérieux que tel ou tel organisme voudra bien mettre, et de l'entreprise voudra bien mettre à faire son exercice. Il nous semble qu'il faut prévoir un contrôle extérieur pour s'assurer que ces évaluations-là seront faites effectivement, qu'elles seront faites dans les règles de l'art, et que souvent, on peut penser que plusieurs de ces entreprises-là n'ont même pas l'expertise pour faire une évaluation des facteurs de vie privée, parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement si simple qu'on le croit. On a ça pour la recherche. On remplace la commission d'accès par une évaluation des facteurs de vie privée. Mais je veux dire, comment ça sera fait, cette évaluation-là? Qui va s'assurer? On peut penser qu'éventuellement, s'il y a un problème, la commission finira par être avisée, mais il sera trop tard à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, les renseignements seront dans la nature. Et ici, considérant qu'on parle des organismes publics, trouvez-vous, basé sur votre évaluation du projet de loi 64, que l'on serait suffisamment transparent quant à l'organisme concerné, le type d'information dont on parle et son évaluation? Trouvez-vous, de un, que vous adhériez au principe que la plus grande transparence rende public ces éléments-là devraient être mis de l'avant? Et trouvez-vous que le projet de loi y pourvoit suffisamment? Bien, comme Anne a mentionné, ça prend une expertise, ça prend un regard indépendant. Un organisme a beau être public, on sait par exemple qu'il peut y avoir des intérêts de financement de certaines recherches, des choses comme ça, qui font que le recul et, disons entre guillemets, l'objectivité nécessaire par rapport à l'évaluation de transmettre ces renseignements-là n'est peut-être pas ce qu'elle devrait être. Donc, ça prend absolument un regard indépendant et expert pour juger de le caractère approprié du transfert au nom des renseignements. C'est ça qu'on... Merci. J'aimerais, maintenant que l'on parle de la notification obligatoire d'incidents de confidentialité des données, vous dites que vous... cela étant dit, le projet de loi comporte une réserve importante. Une personne concernée par l'incident n'a pas à être avisée tant que cela sera susceptible d'entraver une enquête en vue de détecter ou réprimer le crime. L'enquête sur une fuite ou un vol de renseignements peut s'avérer longue, priver les personnes intéressées du droit d'être informées et difficilement justifiable. Ça, c'est une réserve importante, donc, du projet de loi. Voyez-vous des réserves justifiables quelconques à la notification obligatoire? Est-ce qu'il peut y avoir des réserves justifiées selon certains cas que vous pourriez m'identifier ou non, que dans tous les cas d'espèce, il faudrait notifier obligatoirement dans les cas de fuite? Bien, disons qu'on est... la manière dont c'est dans le projet de loi que nuire à l'enquête, ou je n'ai pas le mot exact, là, c'est très vague. Dans toutes sortes de domaines,
entre autres policiers, des informations ne sont pas données sur ce qui se passe sous prétexte que l'enquête est en cours. C'est un argument qui est trop facilement été invoqué pour retarder d'aviser la personne du bris de confidentialité face à ces données. Alors, on peut comprendre qu'il se peut que dans des cas très spécifiques, on puisse retarder la divulgation de l'information, mais il faut que ce soit l'exception. Puis la manière dont c'est formulé dans le projet de loi nous rassure pas quant au fait que cette disposition puisse ne pas servir de manière un peu abusive, dire, bon, ben, il y a une enquête en cours, donc on n'a pas divulgué l'information. Et j'ai peut-être 2 questions en rafale. Vous dites, pour moins que la minute qui me reste, le législateur devrait songer à établir un mécanisme d'indemnisation des victimes et vous proposez, je pense, à même le fruit des amendes du côté pénal. Donc, si vous plaidez pour un régime public d'indemnisation, le cas échéant, des victimes de fuite de données personnelles, de vol d'identité, et ainsi de suite, je vous ai bien compris? Ben, S'il vous plaît. oui, effectivement. Écoutez, là encore, on n'a pas eu le temps d'élaborer. On a juste voulu mettre en lumière le fait que des amendes et des sanctions administratives, ça n'amène pas pour les victimes une indemnisation. Okay. Merci. Merci beaucoup. Le député de Gouin, s'il vous plaît. Monsieur le Président, bonjour, monsieur, madame, merci d'être ici avec nous en commission aujourd'hui. Je veux revenir sur la question du déréférencement ou du droit à l'oubli, parce qu'il y a peut-être je crois percevoir peut-être une incompréhension ou un malentendu quant à votre position. Si je lis bien votre mémoire, il n'y a aucune opposition par principe à la Ligue des droits et libertés, à cette idée qu'il puisse exister dans certaines circonstances un droit au déréférencement ou un droit à l'oubli. Ce que je lis par contre dans votre mémoire, c'est que vous ne souhaitez pas que ce soit des entreprises privées, notamment Google ou Facebook par exemple, qui soient les juges de ce qui doit être oublié puis de ce qui ne doit pas l'être, ce qui doit être référencé et ne doit pas l'être. Moi, ce que je lis dans votre mémoire, c'est une invitation à aller plus loin puis à réfléchir à ce que ce soit un tiers indépendant, par exemple une cour de justice, qui puisse trancher cette question-là. Parce que je comprends l'exemple du député de Vachon qui nous dit une victime d'exploitation sexuelle, il faudrait être capable de lui reconnaître ce droit-là. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est ce genre de déréférencement-là que vous souhaitez empêcher, mais plus, puis je vais prendre un autre exemple hypothétique, un PDG d'une grande multinationale qui serait indisposé par un billet de blog d'un groupe citoyen qui vient mettre en cause ses pratiques corporatives. On ne voudrait pas qu'un acteur comme celui-là puisse appeler son bon ami chez Google ou Facebook pour dire hey, « t'enlèverais tout ça, ça ne fait pas mon affaire ». Ce que vous voulez protéger, c'est la liberté d'expression, la liberté de circulation de l'information, puis trouver un équilibre entre cette liberté-là puis le droit à la vie privée. Est-ce que je comprends bien l'essence de votre position? C'est exactement ça, mais ce qui reste à discuter, c'est les modalités qui fassent comment. C'est ça qu'on n'a pas eu le temps de faire adéquatement. Voilà, c'est ce que j'avais compris de votre position. Donc, c'est pas une opposition à la notion qu'on puisse faire retirer quelque chose, par exemple, d'une recherche sur le web, mais plus qui va être le juge de ce qui doit être retiré et de ce qui ne doit pas être retiré. Puis vous dites attention de ne pas donner ce pouvoir-là, qui est un grand pouvoir à l'ère d'Internet, de décider ce qui circule ou pas comme information. L'avertissement que vous nous faites, c'est attention de ne pas donner ce grand pouvoir, qui est au fond pratiquement un pouvoir de censure, là, à des entreprises privées qui ont des intérêts commerciaux. Peut-être qu'il y a d'autres acteurs dans la société mieux placés pour faire l'équilibre coût-bénéfice de ce qui doit circuler ou non comme information. Je veux vous emmener sur un autre sujet, parce que vous avez dit qu'il y a la question du consentement, mais vous nous invitez à aller au-delà de la question du consentement. C'est madame qui disait, au-delà de ce qu'on peut consentir ou non à transmettre comme données personnelles, il faut peut-être réfléchir à mettre des limites objectives à ce que les entreprises peuvent même demander comme données personnelles. Êtes-vous capable d'aller plus loin dans cette idée-là puis de nous donner des exemples concrets de ce dont pourrait avoir l'air une limite comme celle-là qu'on vient d'inscrire dans le projet de loi? Quel type de limite il faudrait mettre à la capacité des entreprises de même récolter
des données personnelles. Du temps. Alors, écoutez, je veux juste vous remercier de votre participation en commission. Oui, mais c'est ça, elle dire, mais rapidement, si vous voulez qu'on donne une réponse rapide. Le consentement pour une réponse brève. Oui. Ben, merci. Écoutez, C'était nous, fait. ce qu'on réclame, c'est un débat, justement, parce que est-ce qu'on peut se permettre de tout collecter? Je vous donne un exemple. Il y a eu, là, il y a l'an passé ou l'année d'avant, la question des jouets connectés. Alors, on apprenait qu'il y avait des jouets, OK, qui récoltaient plein d'informations, qui écoutaient les enfants et qui récoltaient tout ça, ces informations-là. Et les gens étaient heureux de donner ça sous l'arbre de Noël, mais ne savaient pas que pendant ce temps-là, la poupée Barbie récoltait de l'information qui était envoyée sur les réseaux, sur les gens qui vendent ces produits-là. Et, bon, on peut... Si vous me dites, on peut déconnecter, OK, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on devrait permettre ce genre de jouet-là qui, d'une façon ou d'une autre, va permettre de connecter des informations auprès des enfants? On a des lois qui interdisent la publicité aux enfants, mais on permet que des jouets comme ça soient sur le marché pour collecter ce type d'informations-là. Pour en faire quoi? Et ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ces données-là du côté des entreprises qui utilisent ces données-là. C'est toute la question des algorithmes qui sont utilisés, de la transparence nécessaire, le fait de s'assurer qu'il n'y a pas de biais tendancieux ou discriminatoires dans les algorithmes qui sont utilisés. C'est ça le genre de débat. Merci beaucoup, Mme Pinault, parce que Oh, l'on en se rapproche vraiment. Merci infiniment de votre participation. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci.